Voici la véridique histoire du comte de Saint-Germain. Un homme qui sait tout et qui ne meurt jamais. C'est ainsi que M. de Voltaire définissait le comte de Saint-Germain. Il le fit dans une lettre à Frédéric II, qui de son côté le qualifiait de comte pour rire. Comte, C-O-N-T-E. En fait, Saint-Germain était un merveilleux conteur, et s'il faisait rire, ce n'était jamais à ses dépens. Il s'exprimait avec verve, aussi bien en français et en allemand qu'en italien, en hongrois et en russe. Il ne savait pas tout, mais il savait beaucoup, en histoire notamment. C'est ce que nota l'allemand Grimm, le Grimm des contes, qui le vit à de nombreuses reprises à Paris. C'était lors du séjour que l'énigmatique personnage fit chez nous de 1750 à 1760. Voici ce que dit Grimm. Le comte de Saint-Germain apparut à tous ceux qui l'ont connu comme un homme de beaucoup d'esprit. Il avait cette éloquence naturelle qui est propre à séduire. Il savait l'histoire comme peu de personnes l'ont apprise. Il avait le talent de rappeler dans la conversation les événements les plus importants et de les rapporter comme on raconte l'anecdote du jour, avec les mêmes détails, le même degré d'intérêt et de vivacité. Dans l'une de ses nombreuses conversations avec Madame de Pompadour, Saint-Germain dévoila son secret avec beaucoup de sincérité. Cet entretien nous est connu par les mémoires de Madame du Hausset, sa première femme de chambre, qui appartenait à une famille noble de province. Un matin qu'il assistait à la toilette de la marquise, il fut question de François Ier, et elle s'écria « C'est un roi que j'aurais aimé !» Aussi, madame, était-elle très digne d'amour, et il se mit à dépeindre la figure et toute la personne du souverain, comme l'on fait d'un homme qu'on a bien connu. « C'est dommage qu'il ait été trop ardent, continua-t-il. Je lui aurais donné un bon conseil qui l'aurait garanti de tous ses malheurs, mais il ne l'aurait point suivi. Il semble qu'il y ait une fatalité pour les princes dont les oreilles, c'est-à-dire l'esprit, sont fermées dans les moments critiques aux meilleurs avis. » Était-ce une allusion à Louis XV ? Et le connétable, reprit Madame de Pompadour, qui sans doute voulait parler de M. de Bourbon, qu'en dites-vous ? Je ne puis en dire ni trop de bien ni trop de mal. La cour de François Ier était-elle fort belle ? Très belle, mais celle de ses petits-fils la surpassait infiniment. Et du temps de Marie Stuart et de Marguerite de Valois, c'était un pays d'enchantement, le temple des plaisirs où dominaient les plaisirs de l'esprit. Il semble que vous ayez vu tout cela. J'ai beaucoup de mémoire, dit-il, et j'ai lu bien souvent l'histoire de France. Quelquefois je m'amuse, non pas à faire croire, mais à laisser croire que j'ai vécu dans les plus anciens temps. Mais enfin, monsieur, vous ne dites pas votre âge, et vous vous donnez pour fort vieux. La comtesse de Gergy, qui était il y a 50 ans, je crois, ambassadrice à Venise, dit vous avoir connu tel que vous êtes aujourd'hui. Vous vous nommiez alors le marquis Valetti. Il est vrai que j'ai connu il y a longtemps Madame de Gergy, dont on dit que la mort l'a oubliée sur la terre. Mais, suivant ce qu'elle raconte, vous auriez à présent plus de 100 ans. Cela n'est pas impossible, dit-il en riant, mais je conviens qu'il est encore plus vraisemblable que cette dame, que je respecte fort, radote. La Pompadour continua. Vous lui avez donné, dit-elle, un élixir surprenant par ses effets. Elle prétend qu'elle n'a longtemps paru que 24 ans. Pourquoi ne donneriez-vous pas au roi de cet élixir de jouvence ? Ah, madame, m'avisait de donner au roi une drogue inconnue, il faudrait que je fusse fou. J'ai beaucoup lu l'histoire de France, j'ai beaucoup de mémoire. Je m'amuse non pas à faire croire, mais à laisser croire que j'ai vécu dans les plus anciens temps.
Cette déclaration de Saint-Germain est très révélatrice. Il se présente non comme un imposteur qui veut faire des dupes, mais comme un homme d'esprit qui s'amuse et profite de l'étonnement qu'il suscite. En réalité, tout le monde savait que Saint-Germain n'était qu'un nom de guerre et qu'il avait un secret à garder, celui de sa naissance royale. Certains, en effet, prétendaient sans preuve qu'il était le fils naturel de la veuve de Charles II d'Espagne, Marie-Anne de Palatinat-Neubourg, qui, en 1706, s'était retirée à Bayonne. C'est cette princesse allemande peu farouche que Victor Hugo devait choisir pour héroïne de son Ruy Blas. D'autres, mieux informés, voyaient en lui le fils de Rákóczi, prince de Transylvanie. Cette origine illustre peut expliquer que Louis XV ait admis Saint-Germain dans son intimité, qu'il en ait fait son confident, son conseiller, et qu'il l'ait employé dans sa diplomatie secrète, notamment en Russie, comme nous allons le voir. Le roi comblait Saint-Germain, il le recevait fréquemment en privé. Il lui fit don d'un appartement au château de Chambord, d'où la fureur de M. de Choiseul, son premier ministre. Choiseul, qui détestait et jalousait celui qu'il nommait cet aventurier, déclara un jour à son épouse devant témoin. C'était au cours d'un repas. « Madame, je vous défends de suivre les folies d'un homme aussi équivoque. » Ce qu'il appelait les folies de Saint-Germain, c'était le fait de ne pas boire en mangeant. Telle était en partie la recette de la longévité de l'aventurier. Pour faire diversion, le bailli de Solar demanda au Premier ministre « Est-il vrai que le gouvernement ignore l'origine d'un personnage qui vit en France sur un pied aussi distingué ?» « Son origine, nous la connaissons, » répliqua le duc de Choiseul. « C'est le fils d'un juif portugais qui trompe la crédulité de la ville et de la cour. Il est étrange que le roi soit si souvent presque seul avec cet homme, lui qui ne sort jamais qu'environné de gardes, comme si tout était rempli d'assassins. » Comme le roi ne souffrait pas que l'on critiquât son favori, Choiseul se tourna vers le très catholique grand dauphin, chef et espoir du parti dévot, ce parti dévot qui jadis s'était attaqué à Molière. Alors le parti dévot reprochait à Saint-Germain de s'adonner à la magie, de pratiquer des exorcismes, d'évoquer les esprits, de grossir les diamants, de fabriquer des pierres précieuses et de l'or, de rechercher la pierre philosophale, et surtout de posséder l'élixir de longue vie. Fort de l'appui du fils de Louis XV, Choiseul décida d'abattre Saint-Germain. Il lâcha dans Paris, et principalement dans le Marais, un certain Gauve, comédien et illusionniste. Cet homme né à Paris avait grandi à Londres et parlait admirablement l'anglais. Il se fit appeler Milord Goward, et se tailla un joli succès dans les salons parisiens. Il imitait les personnages typiques de la société londonienne, le prêcheur de Hyde Park, le lord plein de morgue, le quaker rabat-joie, la vieille Miss Bigot armée de son prior book, le père de famille solennel faisant la morale à un fils dévoyé. Choiseul lui suggéra de changer de registre et de se faire passer pour Saint-Germain. Gauve, alias Milord Goward, revêtit un costume prêté par un valet du comte et débita au gogo du tout Paris les pires extravagances. Et les contemporains, puis la postérité, ne firent plus la différence entre Goward et Saint-Germain. « J'ai connu Jésus-Christ intimement, » racontait Goward. « C'était le meilleur homme du monde, mais romanesque et inconsidéré. Je lui ai souvent dit qu'il finirait mal.
Il s'étendait aussi sur les services qu'il avait cherché à lui rendre par l'intermédiaire de monsieur de Pilate et de madame, dont il fréquentait journellement la maison. Un soir, Gower ajouta même « Je me rappelle fort bien la Sainte Vierge, Sainte Élisabeth, sa cousine, et Sainte Anne, sa vieille mère. Pour celle-ci, je lui ai rendu un grand service après sa mort. Sans moi, elle n'aurait jamais été canonisée. Pour son bonheur, je me suis trouvé au concile de Nicée. Comme je connaissais beaucoup les évêques qu'il composait, je les ai tant priés, je leur ai tant répété que c'était une si bonne femme, que cela leur coûterait si peu d'en faire une sainte, que son brevet lui fut expédié. » C'est le baron de Gleichen, diplomate danois, qui nous rapporte ces propos. Il s'étonne de la crédulité des salons cultivés qui avalaient ses sornettes. Puis il ajoute « C'est cette plaisanterie si absurde et répétée à Paris très sérieusement qui a valu à M. de Saint-Germain le renom de posséder une médecine qui rajeunissait et rendait immortel. » Quant à Saint-Germain lui-même, il confiait au diplomate. Ces bêtes de Parisiens se figurent que j'ai plus de 500 ans, et je les confirme dans cette idée, puisque je vois que cela leur fait tant plaisir. En réalité, je suis infiniment plus vieux que je ne parais. Une femme du monde, Madame d'Adhémar, rapporte dans ses mémoires diverses histoires qu'elle avait entendues conter par le vrai Saint-Germain. En voici une dont je présente le dénouement. Un jeune gentilhomme allemand, le comte Reinhold, avait séduit une jeune fille, Lisbeth, après lui avoir offert une bague de fiançailles et promis le mariage pour qu'elle se donne à lui. Il l'avait abandonnée. De désespoir, elle s'était suicidée, et depuis, elle lui apparaissait chaque nuit, quelquefois même en plein jour, et elle faisait tout pour l'attirer dans la mort. Saint-Germain organisa une cérémonie magique, une sorte d'exorcisme, et Lisbeth apparut. « Ne t'avance pas, Lisbeth, ordonna Saint-Germain, ne franchis pas ce triangle. Que viens-tu faire ici ? » « Chercher mon époux. L'échéance approche. Enfin, nous allons être réunis. Au nom du Christ, éloigne-toi. Éloigne-toi, tu n'appartiens plus à notre monde. Il va prochainement appartenir au mien. Là-bas comme ici-bas, dans le monde invisible comme dans le monde visible, je suis la femme du comte Reinhold. Il n'est pas ton mari, aucun sacrement. Il est mon mari, il m'a donné sa parole, et cette bague, ce diamant comme moi immortel, je le porte à mon doigt jusqu'à la fin du monde. Va-t'en, pauvre âme, tu n'as plus rien à faire parmi nous. C'est à vous de partir, monsieur de Saint-Germain, vous n'avez pas le droit de vous interposer entre cet homme et moi. J'ai tout pouvoir sur les esprits quand j'évoque le Christ. Je ne suis pas un esprit, je suis une femme. Certes, votre force est grande, mais la mienne est plus grande que la vôtre. Ma force s'appelle l'amour. Amour ou bien désir ? Les désirs de la chair subsistent hors de la chair. Amour ou bien vengeance ? J'ai dit amour, j'ai pu détruire mon corps, mais non pas mon amour. Si tu l'aimes vraiment, cesse de le hanter. Il a trahi son serment, il doit payer. Aie pitié de lui, il n'a pas eu pitié de moi. Tu le pousses vers le suicide. Chacun son tour. Pourquoi fais-tu cela ? J'ai hâte qu'il vienne de notre côté. Rends-lui cette bague, Lisbeth, rends-lui sa liberté. Cette bague est à moi. Je l'ai payée assez cher. Je l'ai payée de ma vie, peut-être même de mon salut. Rends-lui sa... Non, non, jamais. Délivre-le de toi, ne lui apparaît plus.
Je lui apparaîtrai chaque jour, chaque nuit, en tout lieu, en tout temps, jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Lisbeth, reprit Saint-Germain, tu t'es suffisamment vengé. Ne reviens plus, ne rôde plus autour de cette terre qui t'a déçu. Va vers l'apaisement, va chercher ton bonheur dans le monde des esprits. Mon bonheur, c'est l'exécution de sa promesse. Ce qui fut lié sur la terre reste lié dans le ciel. Mais es-tu dans le ciel? Dans le ciel, il n'est plus de rancune. Allons, pardonne. Si tu lui pardonnes, Dieu te pardonnera aussi. Il te pardonnera ton suicide. Avoue-le, Lisbeth, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas au ciel. C'est vrai, vous avez découvert mon secret. Tu n'as pas encore trouvé la lumière. La jeune femme était en réalité dans le bas astral. C'est vrai, reconnut-elle, et elle pleura longuement. Reinhold intervint. Mais tu m'avais dit, c'est plein de lumière. Je mentais pour t'attirer de mon côté. Pour dire la vérité, je suis dans ce brouillard qui entoure ceux qui ont attenté à leur jour. Pardonne, dit Saint-Germain, et tu trouveras cette lumière qui te fuit. Mais prends garde, si à son tour il se suicide, vous serez séparés pour des siècles et des siècles. Je le sais, et je ne veux pas le perdre une seconde fois. Soit, je lui donnerai encore cette preuve d'amour. Comte Reinhold, je te délie de ton serment. Ni tes jours, ni tes nuits n'auront plus à me craindre. Je ne reviendrai plus avant la fin du siècle. Alors, j'apparaîtrai une dernière fois pour te chercher. Quoi? Tant d'années encore? 40 années de votre soleil. Il te faudra tout ce temps-là pour réparer. Crois-moi, il vaut mieux expier de votre côté que du nôtre. Merci, Lisbeth. Au revoir, bien-aimé, au revoir en la vie éternelle. La forme se dissolvait, la porte se referma. Tout cela fut un rêve, s'écria Reinhold. Il ne reste plus rien. Si, dit le comte de Saint-Germain, il reste quelque chose. Regardez, là, sur le marbre de la cheminée, regardez. Il désignait le diamant, ultime apport d'amour. Saint-Germain quitta la France en 1760, chargé par le ministre de la Guerre, le duc de Belle-Île, de prendre contact avec l'ambassadeur d'Angleterre à La Haye et de lui proposer une paix séparée. Cette démarche était dans la ligne du secret du roi qui, comme le général de Gaulle, avait son domaine réservé. Comme il n'avait aucun pouvoir officiel, Saint-Germain échoua. Et Choiseul, furieux d'avoir été tenu dans l'ignorance de cette négociation, lui interdit l'accès au territoire français. Saint-Germain s'embarqua donc pour l'Angleterre, où il était déjà venu en 1745. Là aussi, il changea de nom et se fit appeler comte de Weldon. Là aussi, les bruits les plus extravagants circulaient sur son compte. L'écrivain Horace Walpole, l'ami de Madame du Deffand, racontait à qui voulait l'entendre que cet aventurier avait épousé une riche héritière au Mexique et qu'il s'était enfui à Constantinople en emportant les bijoux de la belle. Le comte de Weldon ne resta pas longtemps en Angleterre où, vu sa francophilie, il n'était pas persona grata. C'était l'époque où Albion agrandissait son empire aux dépens d'une autre et nous chassait des Indes et du Canada. William Pitt, ministre des Affaires étrangères, tenta de le faire arrêter en tant qu'espion au service de la France. Saint-Germain, mystérieusement averti,
prit la poudre d'escampette et on le retrouve en 1761 en Russie où il continue d'intriguer en faveur des intérêts français. Une fois de plus, il a changé de nom et se fait appeler bourgeoisement Monsieur Hodard. Il est en relation constante avec Monsieur de Breteuil, notre attaché militaire. L'influence française en Russie est alors sérieusement compromise depuis la mort de la tsarine Élisabeth. Le nouveau tsar Pierre III est grand admirateur de Frédéric II, qui d'ailleurs se moque de lui. Pierre III a décidé de conclure avec la Prusse une alliance la plus étroite possible. En outre, il n'a que mépris et aversion pour son épouse, Catherine d'Anhalt-Zerbst, qu'il projette de répudier. Menacée de divorce, d'emprisonnement à vie dans un couvent et même de mort, Catherine prend les devants et se précipite dans la révolte. Elle complote contre le nouveau tsar avec la princesse Dashkov et le comte Panine, qui lui apportent l'appui de la haute société. Et surtout, elle complote avec les 5 frères Orlov, Grégor, Alexis, Ivan, Fédor et Pierre-Nicolas, qui font campagne pour elle au sein de l'armée. Un jour, Grégor, tête d'ange sur un corps d'athlète, dit à Catherine, sa maîtresse, qu'il partageait avec Alexis: « J'ai connu à Dantzig, par l'intermédiaire de Cagliostro, ce fameux sorcier qui fréquentait Louis XV et Madame de Pompadour. Je n'ai pu retenir son nom, mais je me rappelle la haine que lui vouait Choiseul et la facilité incompréhensible avec laquelle il a échappé aux mailles du filet de Mr. Pitt. Il faut qu'il vienne ici à Saint-Pétersbourg. Il faut qu'il participe à notre complot et ce sera le succès. » Cet homme a de grands pouvoirs. Catherine ne répondit pas, mais qui ne dit mot consent. Orlov parvint à joindre Saint-Germain et à le présenter à la cour de Saint-Pétersbourg sous son nouveau nom. À plusieurs reprises, M. Hodard eut en présence de la princesse Dashkov des entretiens avec la future impératrice. Il lui conseilla d'évoquer l'esprit de Pierre le Grand. Elle consentit. Une séance nocturne fut organisée et le tsar apparut dans le miroir incurvé que le mage transportait toujours avec lui. L'ancien maître de toutes les Russies donna par 2 fois des signes d'approbation. Et Catherine déclara plus tard que c'est à la suite de cette évocation de Pierre le Grand par Saint-Germain, qui fait songer à l'évocation d'Alexandre II par Papus, qu'elle autorisa les frères Orlov à soulever les casernes. Cette révolution militaire du 9 juillet 1762 amena la proclamation de Catherine impératrice, la déposition de Pierre III, puis son assassinat par les frères Orlov au château de Ropcha où elle l'avait fait enfermer. Ce crime ne refroidit pas l'admiration de Voltaire pour la Sémiramis du Nord, comme il se plaisait à la nommer. « Je sais qu'on lui reproche quelques bagatelles au sujet de son mari, écrivait-il avec désinvolture, mais ce sont des affaires de famille dont je ne me mêle jamais. » Les frères Orlov, que la bagatelle de Ropcha n'avait pas autrement perturbé, rencontrèrent Saint-Germain au cours de ses errances et lui témoignèrent leur gratitude. En 1770, à Livourne, Alexis déclara en le désignant: « Ah, voilà un homme qui nous a été bien utile. Il a joué un rôle considérable dans notre révolution. » À cette époque-là, le fils du prince Rakotsi se faisait appeler comte Soltykov. Il portait un splendide uniforme de général russe, constellé de décorations accordées par la reconnaissante Sémiramis du Nord. Quelques années plus tard, Grégor Orlov retrouvait notre héros à Nuremberg. Il lui témoigna la même déférence qu'Alexis et lui remit la somme considérable de 20 000 sequins de Venise. Entre-temps, le général comte Soltykov
était devenu le comte Tsarogi et vivait à la cour du margrave d'Ansbach. Comme il s'ennuyait ferme dans cette petite principauté de Bavière, il décida de retourner en France. Son vieil ennemi Choiseul n'avait plus son mot à dire, il était relégué dans sa terre de Chanteloup près d'Amboise, on était au commencement du règne de Louis XVI, et cette fois Saint-Germain s'appelait comte de Saint-Noël. Dès son arrivée à Paris, il se rendit incognito chez son ancienne protectrice, la comtesse d'Adhémar. Il lui demanda de lui ménager une entrevue avec Marie-Antoinette, dont elle était devenue l'amie. La jeune reine, qui connaissait l'attachement de Louis XV pour le comte, la lui accorda sans difficulté. Elle ajouta « À propos, comtesse, je viens de recevoir une épître en vers composée par un poète anonyme. Il m'avertit qu'une importante communication va m'être faite et que je dois la prendre en considération sous peine des plus grands malheurs. » L'entrevue de Marie-Antoinette et de M. de Saint-Noël eut lieu en présence de la comtesse d'Adhémar, qui l'a rapporté. « Que votre majesté me pardonne les dures vérités que je suis obligé de lui dire. Le parti encyclopédiste désire le pouvoir. Il l'obtiendra par la chute absolue du clergé. Pour assurer ce résultat, il renversera la monarchie. Il cherche à l'heure actuelle un chef parmi les membres de la famille royale et il a jeté les yeux sur le duc de Chartres. Le duc de Chartres, c'est le futur Philippe Égalité qui votera la mort de Louis XVI. Le duc de Chartres, s'étonna Marie-Antoinette, lui-même, madame. Il deviendra l'instrument d'hommes qui le sacrifieront. Il trouvera l'échafaud au lieu du trône qu'il convoite. Avant ce jour de rétribution, que de crimes, que de cruauté. Les lois ne seront plus la protection des bons et la terreur des méchants. Ce seront ces derniers qui, de leurs mains pleines de sang, saisiront le pouvoir. Ils aboliront la religion catholique, la noblesse, la magistrature. De sorte qu'il ne restera plus rien que la royauté, interrompit la reine avec impatience. Non, pas même la royauté, mais une république avide dont le sceptre sera le couteau de l'exécuteur. Marie-Antoinette se fâcha. Monsieur de Saint-Noël, mes oreilles ne sont point habituées à de semblables paroles. C'est dans la gravité des circonstances que j'ai trouvé cette hardiesse. Je ne suis pas venu avec l'intention de rendre à la reine des hommages dont elle doit être fatiguée, mais pour lui montrer les dangers qui menacent sa couronne si de promptes mesures ne sont pas prises pour les éloigner. Vous êtes positif, monsieur. Je dis à l'heure actuelle la vérité. Votre Majesté me permettra de lui rappeler à mon tour que Cassandra avait prédit la fin de Troie. Plusieurs années passeront encore dans un calme trompeur, puis les hommes, conduits par l'envie, se tourneront contre la couronne royale, alors on regrettera de ne pas m'avoir écouté. Peut-être me demandera-t-on ce qu'il faut faire, mais le temps aura passé et je ne pourrai plus rien. Puis-je encore obtenir une audience du souverain à qui je dois faire des révélations plus graves? La confiance du feu roi vous a honoré, monsieur, nous ne l'ignorons point, et ne nous voulons pas la démentir, j'en parlerai à Sa Majesté. À vos ordres, madame, mais je vous en supplie, sans la présence de monsieur de Maurepas. Je le range en effet parmi ceux qui contribueront à la ruine du royaume, non par malice, mais par incapacité. Vous êtes sévère. Certes, mais je ne suis point courtisan. J'ai vu le chancelier contribuer à saper votre couronne, et je le dis. Contrairement au désir de Saint-Germain, Louis XVI, qui craignait Maurepas, le mit au courant de cet entretien. Quelques jours plus tard, le roi s'approchait de Madame d'Adhémar pour lui dire, embarrassé, « Monsieur de Saint-Noël a tort de croire au ressentiment de Monsieur de Maurepas. » Louis XVI se trompait, ou plutôt on le trompait, car au cours de la même soirée,
Maurepas se répandit en imprécations contre ces magiciens, ces aventuriers, ces coquins qui surprennent la confiance des rois et dont seule la Bastille peut nous débarrasser. Soudain, une porte s'ouvre. Madame d'Adhémar pousse un cri, le chancelier devient livide, Saint-Germain surgit et marche sur lui comme pour le souffleter. « Maurepas, le roi vous a sommé de lui donner un bon avis, mais vous ne pensez qu'à maintenir votre autorité en vous opposant à ce que je puisse voir votre maître. Vous discréditez la monarchie. Je n'ai qu'un temps limité à donner à la France. Ce temps écoulé, je n'apparaîtrai plus de 3 générations successives. J'ai dit à la reine ce qu'il m'était permis de lui dire. Mes révélations au roi auraient été plus complètes. Vous êtes intervenu entre Sa Majesté et moi. Je n'aurai rien à me reprocher quand l'horrible anarchie dévastera la France entière. Ces calamités, vous ne les verrez pas, mais votre mémoire souffrira du mal que vous avez préparé. N'attendez point un jugement favorable de la postérité, vous serez rangé parmi ceux qui font la ruine des empires. » Ayant prononcé cette diatribe d'un seul trait, il disparut aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Environ 1 an après cette scène, Marie-Antoinette dit à la comtesse d'Adhémar: « J'ai retrouvé l'épître en vers dont je vous avais parlé. La voici, je vous autorise à la recopier. Les temps vont arriver où la France imprudente, parvenue au malheur qu'elle eût pu éviter, rappellera l'enfer tel que l'a peint le Dante. Reine, ce jour est proche, il n'en faut plus douter. Du sein d'une assemblée, un vœu de mort s'élève. Grand Dieu, qui va répondre à des juges bourreaux? Sur quels augustes fronts vois-je tomber le glaive? Quels monstres sont traités à l'égal des héros? Oppresseurs, opprimés, vainqueurs, vaincus, l'orage vous atteint tour à tour dans ce commun naufrage. Que de crimes, de maux et d'affreux attentats menacent les sujets comme les potentats. Plus d'un usurpateur en triomphe commande, plus d'un cœur entraîné s'humilie et s'amende. Enfin, fermant l'abîme et né d'un noir tombeau, grandit un jeune lys, plus heureux et plus beau. » Certains ont vu Bonaparte dans ce jeune lys, plus heureux et plus beau. En ce cas, que font-ils du noir tombeau qui désigne clairement la prison du Temple? La prophétie, remarquable par sa précision, échoue sur les 2 derniers vers. Loin de grandir plus heureux et plus beau, le jeune lys de France s'est flétri au fond du noir tombeau au début de janvier 1794. Monsieur de Saint-Noël demeura donc en France de 1775 à 1778. En 1777, Frédéric II demanda à son ambassadeur auprès de Louis XVI d'enquêter sur ce personnage qui l'intriguait et l'irritait au plus haut point. La réponse du diplomate prussien est des plus intéressantes. Il se nomme le prince Rákóczi et il a pris à un certain moment le nom de Saint-Germain, ce qui signifie le saint frère. L'ambassadeur de Prusse disait vrai. Saint-Germain était bien le saint frère de la Rose-Croix. Cette association secrète s'était répandue dans toute l'Europe du Nord à partir de l'Allemagne et de la Fama Fraternitatis du théosophe Johann Valentin Andréé. Son programme était identique à celui de Saint-Germain. Recherche de la santé corporelle, indispensable à la santé spirituelle et mentale, rejet de tout ascétisme morbide. Art de prolonger la vie, ce que nous appelons aujourd'hui la macrobiotique. Transmutation des métaux, que l'on peut entendre au sens réel, mais aussi au sens métaphysique. Le plomb qu'il s'agit de transformer en or, c'est le corps mortel qui doit accéder à l'immortalité.
nécessité de lier l'amour et la connaissance, le premier étant symbolisé par la rose et la seconde par la croix. Établissement d'une religion universelle. Retour au premier christianisme, celui des pères grecs et latins, fortement influencé par Platon. Conception ternaire de l'homme, esprit, corps spirituel et corps physique. Développement du bien-être dans la société et dans l'État, volonté d'établir dès ici-bas la justice et le bonheur. Le prince de Hesse, disciple de Saint-Germain, a dit de lui après sa mort: « Ami de l'humanité, ne voulant de l'argent que pour le donner aux pauvres, ami aussi des animaux, son cœur ne s'occupait que du bonheur d'autrui. » Il ajoutait: « Je n'ai jamais vu un homme avoir l'esprit aussi clair que le sien. À mes yeux, c'est l'un des plus grands philosophes qui ait existé. » La démarche de Saint-Germain était en tout point semblable à celle des Rose-Croix. Ils s'adonnaient aux sciences psychiques, ils étudiaient la Kabbale et le symbolisme, ils pratiquaient la télépathie et tentaient d'établir des communications avec l'au-delà. S'ils s'environnaient de mystères et laissaient se répandre à leur sujet toutes sortes de légendes, c'est que les temps n'étaient pas sûrs et qu'on pouvait toujours craindre un procès en sorcellerie. À l'abri du rideau de fumée qu'ils entretenaient eux-mêmes, ils purent travailler dans une sécurité relative. Pour plus de précaution, ils n'avaient aucun bâtiment, aucun lieu fixe de réunion et se rassemblaient tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Généreux et désintéressés, ils exerçaient la médecine gratuitement. Désireux de ne pas se faire remarquer, ils adoptaient délibérément les mœurs et les coutumes des pays où ils résidaient. Ils parlaient à chacun son propre langage, c'est ce qu'ils appelaient le don des langues. S'ils changeaient de pays, ils changeaient aussi de nom, c'est ce que Saint-Germain fit toute sa vie. Donc, Monsieur de Saint-Germain était en réalité Léopold Rákóczi, prince de Transylvanie. Un petit peu d'histoire. La Transylvanie est une principauté hongroise qui fut indépendante de 1541 à 1697. Son dernier souverain fut François II Rákóczi, père de notre héros. Il eut lui aussi une vie fertile en aventures. Élevé en Autriche par les Jésuites, il épousa en 1695 Charlotte Amélie de Hesse-Rheinfels. 2 ans plus tard, elle mit au monde un fils nommé Léopold, dont on perd la trace vers 1700. À cette époque, pour se libérer des Habsbourg et soulever les Hongrois, François II recherchait l'appui de la France. Mais le cabinet de Vienne, qui était au courant de ses intelligences avec Versailles, le surveillait constamment. Il le fit arrêter et enfermé à la prison de Wiener Neustadt. Il s'en évada grâce à la complicité de Charlotte Amélie, son épouse, et se réfugia avec elle en Pologne. Tandis qu'il s'établissait à Varsovie, ses biens étaient confisqués et sa tête mise à prix. S'il était capturé, il devait être condamné à l'effroyable supplice de l'écartèlement. Le petit Léopold fut confié à un vieux serviteur qui l'éleva en lieu sûr. En un lieu si sûr qu'on ne sut jamais en quel pays il le cacha. Vraisemblablement en Allemagne, dans le land de Hesse. C'est pourquoi Madame de Crest, mère de Stéphanie, la future Madame de Genlis, demanda un jour à Saint-Germain: « Est-il vrai que l'Allemagne soit votre patrie ?»« Ah, madame, tout ce que je peux vous dire sur ma naissance, c'est qu'à 7 ans, j'errais au fond des forêts avec mon gouverneur et que ma tête était mise à prix. La veille de ma fuite, ma mère, que je ne devais plus jamais revoir, attacha son portrait à mon bras. Il retroussa sa manche
et détacha un bracelet orné d'une miniature peinte sur émail. La petite Stéphanie y contempla longuement l'image d'une très belle femme. En 1703, un soulèvement paysan offrit à François II la possibilité de prendre la tête du mouvement de libération. Il retourna dans son pays, s'empara de plusieurs villes et décida de soulever toute la Hongrie. Pratiquant la guérilla, n'acceptant jamais la bataille rangée, fatiguant les troupes autrichiennes de ses escarmouches, il parvint jusqu'aux portes de Vienne. Pour couronner ses succès, la Convention d'Onode, sur l'instigation de la France, prononça la déchéance des Habsbourg en pays magyar et le proclama roi de Hongrie. Son règne fut de courte durée. Il fut trahi par l'un de ses généraux qui conclut une paix séparée avec l'Autriche. De nouveau, il dut prendre la route de l'exil. En 1713, il se réfugia en France, où Louis XIV lui accorda une pension considérable. Mais 2 ans plus tard, le roi mourait et François de Transylvanie ne parvint pas à intéresser le régent à ses projets. Il se retira en Turquie et c'est là qu'il mourut en 1735. Mais la Hongrie ne l'oubliait pas. En 1906, elle réclama à la Turquie les cendres de son roi. François II de Transylvanie est une figure nationale hongroise. On trouve son effigie sur les billets de banque. À Budapest, sa statue se dresse parmi les héros de la place du millénaire. Encore un peu d'histoire. Après sa défaite en 1697, la Transylvanie fut rattachée à l'empire des Habsbourg. Elle y resta jusqu'en 1918. Et depuis le traité de Trianon de juin 1920, elle fait partie de la Roumanie. Il est remarquable que la révolte contre la dictature de Ceausescu en décembre 1989 soit justement partie de la turbulente Transylvanie, plus précisément d'une de ses villes, Temesvar, plus connue sous le nom de Timișoara. En 1990, les jeunes gens qui fuyaient la Transylvanie pour rejoindre la Hongrie avaient écrit sur leur rucksack « Comme Deo pro patria et libertate » avec Dieu pour la patrie et la liberté, et c'était exactement la devise de François Rákóczi, père du jeune Léopold, que nous avons laissé avec son gouverneur. Après la mort de son vieux serviteur, Léopold voyagea beaucoup, évitant soigneusement tous les pays sous tutelle autrichienne, c'est-à-dire le Milanais, à Naples, la Sardaigne, et nous avons vu que Madame de Gergy le rencontra à Venise entre 1723 et 1731, années pendant lesquelles son époux était ambassadeur. Vers 1740, Saint-Germain était de nouveau en Allemagne. En 1745, Walpole le signale à Londres. En 1758, le voici à Versailles, où Louis XV lui accorda encore plus de faveur que Louis XIV à François II. En 1762, nous avons vu qu'il complétait en Russie. En 1763, il est à Tournai, où il rencontre Casanova. Et dans les années 1775, il reparaît en France, et c'est alors que la comtesse d'Adhémar l'introduisit auprès de Marie-Antoinette. Enfin, en 1779, Saint-Germain ressentit les premières atteintes de l'âge. Il était fatigué de bourlinguer à travers l'Europe. C'est alors qu'il demanda l'hospitalité à son parent Karl de Hesse-Cassel et se fixa à Eckernförde, petite ville du Schleswig-Holstein. Et Karl de Hesse gouvernait ces 2 duchés au nom de son beau-frère Christian VII de Danemark. Alors, si l'on admet que Saint-Germain était le fils légitime du prince Rákóczi et de son épouse née Hesse-Rheinfels, tout devient clair, tout s'explique. La faveur de Louis XV qu'il n'aurait jamais accordée à un bâtard ou un roturier, la constante protection du landgrave
Karl de Hesse-Cassel, parent de sa mère, et le non moins constant ressentiment de Choiseul, promoteur de l'alliance avec l'Autriche, laquelle, dans la première décennie du siècle, avait condamné à mort par contumace son père François II. Les propos extravagants du genre « J'ai bien connu Jésus-Christ, c'était un garçon charmant » ont été tenus par Gower, suscités par Choiseul. Jamais Saint-Germain n'aurait fait sur le Christ, la Vierge, Sainte Anne, des plaisanteries proches du blasphème, car, nous dit Madame de Genlis, il montrait les meilleurs principes, il remplissait avec exactitude tous les devoirs de la religion. Il était fort charitable et tout le monde s'accordait à dire qu'il avait les mœurs les plus pures. Madame de Genlis, qui avait dans son enfance connu Saint-Germain et qui le vit presque tous les jours pendant plus de 6 mois, écrit dans ses mémoires, il avait une conversation instructive et amusante, il avait beaucoup voyagé et il savait l'histoire moderne, par opposition à l'histoire antique, avec un détail étonnant, ce qui a fait dire qu'il parlait des plus anciens personnages comme s'il avait vécu avec eux. Au mois d'août 1782, il finit par tomber malade comme tout un chacun. Sa jeunesse proverbiale, sa constitution réputée si robuste n'avait pas résisté aux brumes du Nord et à l'humidité glaciale des bâtiments vétustes où il travaillait jour et nuit sans prendre de repos. Souffrant de mauvais rhumatisme, il se soigna avec ses remèdes mystérieux et parut se rétablir. C'est alors que son protecteur, le landgrave Karl de Hesse-Cassel, auquel il donnait chaque jour 3 heures de leçons d'ésotérisme, crut qu'il pouvait en toute tranquillité partir pour l'Italie. Saint-Germain lui déclara au moment de leurs adieux « Si pendant votre séjour à Naples je venais à mourir, j'ai tout prévu. On vous remettra, après mon décès, une lettre cachetée où je vous révélerai ma véritable origine. Ne pouvez-vous le faire maintenant? Ah, prince, combien je serais malheureux si j'osais parler avant d'être mort. » Cette lettre cachetée destinée à Karl de Hesse-Cassel, cette lettre testament où il révélait la vérité sur lui-même, ne fut jamais retrouvée. 90 ans plus tard, il en fut de même pour les documents que Napoléon III, qui s'intéressait beaucoup à notre personnage, avait fait rassembler par une commission d'érudits et d'historiens. Leurs découvertes furent déposées à l'hôtel de ville et disparurent à jamais dans le grand incendie allumé par la Commune en 1871. Le mieux qui s'était manifesté dans la santé du comte n'était qu'un sursis. Il se mit à décliner rapidement. Au début de l'hiver 1783, il avait dû cesser tout travail et d'après Karl de Hesse, il dépérissait à vue d'œil. Sa voix, devenue sourde, cherchait à s'exprimer sans bien y réussir. Il ne quittait plus guère son lit et sombrait dans des crises de catalepsie entrecoupées de violents accès de délire. Lorsqu'il fut en extrême fin de vie, son médecin, le docteur Losau, le supplia. « Au nom de Dieu, monsieur, dites-moi qui vous êtes. » Le moribond sourit et se tut. Le docteur insista. « Êtes-vous le fils de François II Rákóczi, le roi de Transylvanie ?» Le visage du mourant demeurait impassible. « Mais dites-nous qui vous êtes, dites votre secret, parlez enfin au nom de Dieu, devant qui vous allez comparaître. » Le dernier prince de Transylvanie prononça quelques mots incompréhensibles et rendit l'âme. Il était âgé de 88 ans. Ce silence de Saint-Germain à l'instant suprême est vraiment inexplicable, surtout après ses confidences de 1777 à l'ambassadeur de Prusse. Mais pourquoi a-t-il voulu au dernier moment replonger dans le mystère? Qui lui en a donné l'ordre? Et que pouvait-il craindre? Dans son ouvrage sur la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, l'historien français Gustave Bore
cite les lignes qu'il a découvertes sur les registres de l'état civil d'Eckernförde, ville du Schleswig-Holstein, située au bord de la baie de Kiel. Celui qui se faisait passer pour le comte de Saint-Germain et de Weldon, et sur lequel on n'a point d'autres renseignements, a été enterré dans cette église. Il s'agit de l'église abbatiale d'Eckernförde, où la dépouille de l'homme aux noms multiples repose dans la chapelle Saint-Roch. Il fut inhumé le 2 mars 1784 après une agonie de quelques jours. Nous avons situé Saint-Germain dans l'histoire où il a joué un rôle secret mais important. Ce n'était pas un intrigant, un imposteur, mais un érudit, un occultiste et un alchimiste dans le meilleur sens de ces deux termes. Il était un authentique mage blanc. Pour de graves raisons politiques, il fut toute sa vie obligé de se cacher. De là ses multiples voyages à travers l'Europe, cette fuite perpétuelle de pays en pays, et ce besoin de constamment changer de nom afin de mieux brouiller les pistes. C'est lui-même qui a tissé le rideau de fumée qui l'a entouré jusqu'à nos jours. Il ne faisait pas croire, mais il laissait croire qu'il avait trouvé le secret de l'éternelle jeunesse. En réalité, il observait une stricte hygiène de vie à une époque où l'on ne connaissait ni le nom ni la chose. Dans l'aristocratie et la grande bourgeoisie, on s'empiffrait à qui mieux. En mangeant et en buvant peu, il avait stoppé le processus de vieillissement. Cependant, il n'était pas immortel. Personne n'est immortel, sur cette terre du moins. Mais, dans l'au-delà, il est facile de l'imaginer s'intéressant à l'Allemagne, patrie de sa mère, à la France, dont il défendit constamment les intérêts, à la Hongrie et à la Transylvanie, qui bouge de nouveau et exige que soit reconnue sa personnalité hongroise. L'immortalité de ce grand Européen doit être aussi active que sa vie terrestre.